Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Fréquence Hit, c'est fini pour ce soir. Mais rassurez-vous, on revient très vite sur Radio Fréquence Méditerranée. Au revoir. Bye bye. Arrivederci. Sayonara. Oh yeah! Caroline et ses invités vous proposent Éducange sur Radio Fréquence Méditerranée. Éducange vous dira tout sur l'éducation, sur les écoles, sur la petite enfance et sur la manière d'aborder l'éducation des enfants. Éducange avec Caroline, c'est maintenant sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. RFM, Caroline, Éducange. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Oh, que ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait un petit moment qu'on n'a pas grand monde dans le studio, mais ça y est, on reprend tout doucement toutes nos émissions en direct et ce soir, on est content de reprendre cette émission que vous avez pu connaître déjà au mois de septembre et puis au mois d'octobre aussi, si je dis pas de bêtises. C'est la deuxième. C'est la deuxième ce soir, donc Seulement oui, c'est seulement la deuxième, effectivement, mais en tout cas, on est très très content de retrouver Caroline ce soir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Jean-Luc. Caroline qui a comme invité ce soir pour notre émission Éducange, et vous avez très bien compris que dans cette émission nous allons parler pédagogie, nous allons parler éducation. Nous recevrons mademoiselle Chloé Lamoureux. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Chloé qui est spécialiste donc en consultante en pédagogie. Alors vous allez voir, c'est des émissions où en fin de compte vous ne m'entendez pas beaucoup. Je laisse la parole à celle qui anime cette émission ce soir. C'est Caroline. Caroline, je vais te laisser tranquillement dérouler ton émission et pendant ce temps, je vais faire les partages Facebook puisque je rappelle que on peut nous suivre bien sûr sur la FM dans notre secteur, on peut nous suivre sur le web et puis bien sûr en live Facebook pour ceux qui souhaitent venir poser des questions ce soir. N'hésitez pas, vous avez le fil d'actualité, vous nous posez des questions et je vous les relayerai à Caroline et à Chloé. Chloé qui est toute souriante, elle est partie pour sa première émission radio. Allez, c'est à toi Caroline. Merci Jean-Luc. Bonsoir Chloé. Bonsoir Caroline. Écoute, merci de me recevoir Jean-Luc pour cette deuxième émission. Merci beaucoup Chloé d'avoir accepté mon invitation et on va essayer de dérouler un petit peu ça comme on l'a prévu ensemble et on va voir un petit peu ce que ça donne. Hein. C'est toujours un petit peu d'excitation et de stress, mais bon voilà, il n'y a pas de raison. J'ai sorti mon plus joli pull. Hein, Jean-Luc, j'espère que tu l'as remarqué. Pull de Noël. Ah oui, oui. Alors oui, en général, voilà. c'est les pulls moches. Voilà. Alors attends, je regarde. Voilà. Ah non, le tien est très beau. Oui, regardez à l'antenne, voilà, vous pouvez juger. Alors mettez des commentaires hein, si vous trouvez que le pull est beau ou pas beau, n'hésite pas. Hein. Voilà, pourquoi pas. Donc Chloé, alors on s'est dit, Chloé, qui es-tu? Alors la première fois qu'on s'est vu Chloé, c'était dans une école. Comme par hasard, voilà. Bizarrement. Où tu étais enseignante et on s'est retrouvés après aussi lors d'un film où tu as pu venir un petit peu expliquer ta vision de l'éducation. Donc, qui es-tu Chloé? Alors, je suis Chloé Lamoureux, j'ai 34 ans, aujourd'hui je suis consultante pédagogique, j'ai été enseignante, puis éducatrice Montessori, je suis passionnée de pédagogie depuis maintenant bien longtemps et aujourd'hui je me consacre pleinement aux adultes qui accompagnent les enfants. Ah, voilà. D'accord, super, très intéressant. Je me souviens que les premières discussions qu'on a eues, je te demandais, mais d'où t'es venue ta passion pour la pédagogie? Alors, elle remonte à bien longtemps, à très très longtemps. Quand j'étais enfant, je me suis dit, souviens-toi ta manière de penser maintenant, parce que quand tu seras adulte, tu ne t'en souviendras plus. J'en suis certaine quand je voyais des adultes s'adresser aux enfants. Et de préserver ça, c'était fondamental pour moi. À quel âge? J'avais, quand je me suis dit ça, à 8 ans et demi. D'accord. Voilà. Et c'était important, et c'est pourquoi aujourd'hui je crée des programmes pour les accompagnantes d'enfants, donc que ça soit éducateurs, enseignants, parents. C'est comprenez les enfants, c'est-à-dire comment on peut les comprendre alors qu'on en a été un et qu'on a vite oublié
Voilà. J'ai une question à toutes les deux, en fin de compte, qui m'arrive de suite, là. Donc, puisqu'elle est spécialiste en pédagogie, et toi, tu es enseignante aussi, Caroline, je le rappelle. La pédagogie. Alors, moi, je ne suis pas du tout pédagogue, mais alors pas du tout. Et je voulais savoir, en fin de compte, la pédagogie, c'est inné ou tu peux apprendre à être pédagogue? Si c'est la question. Tu as vu, d'entrée, je vous pose une question piège. Question piège. Alors, est-ce que tu aurais une réponse déjà à apporter, toi, Chloé? Après, moi, je peux donner mon éclairage là-dessus, mais... Je pense que en fait, tout le monde l'est enfant, c'est la curiosité, tout simplement, c'est être ouvert, observer et voilà, être ouvert aux réactions et aux observations qu'on fait. Oui, mais pédagogue, il faut que, comme Caroline, toi dans ton métier et Chloé aussi dans le tien, vous devez apprendre aux autres votre savoir en fin de compte aussi. Donc comment on transmet le savoir? C'est-à-dire que pourquoi je parle de mon exemple, je peux pas parler de celui des autres, bien sûr. J'ai toujours appris un petit peu tout seul. Tu vois, je vais fouiller, je vais sur les tutos, je fais tout ça. Mais en fin de compte, tu vois, dans le monde de la radio, quand quelqu'un vient, j'ai du mal à lui retransmettre. C'est pas que je ne veux pas, mais je ne sais pas quelle méthode prendre pour lui expliquer. Voilà, donc voilà, c'est sur la pédagogie. Bien dit. Moi, mon point de vue, après, j'ai pas franchement réfléchi à la question, mais du coup. Je t'ai piégé d'entrée. Mais oui, je me dis, mon Dieu, j'ai à peine de commencer. Non, t'inquiète. Après, tu continues le cours. Mais ça m'a traversé l'esprit. Il n'y a pas de mal, c'est intéressant. Après, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un petit peu aussi la difficulté qu'ont les enseignants, c'est qu'on se retrouve vite confronté parfois à d'autres adultes qui pensent que parce qu'ils sont parents, ils sont pédagogues. Et je pense qu'être pédagogue n'est pas quelque chose de forcément inné. Par contre, je pense que ça peut s'apprendre. Et après, effectivement, transmettre... Oui, la transmission, je pense que ça s'apprend. D'accord. Et puis, il y a une posture naturelle, à mon avis. Enfin, il y a quelque chose d'intrinsèque. Mais après, à mon avis, ça s'apprend. Je vais te laisser reprendre le cours de ton interview. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Chloé. Mais... Oui, enfin, moi, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. La transmission, si elle est vécue comme j'ai quelque chose à donner à l'autre, on n'a pas besoin de comprendre l'autre. Voilà. Mais en revanche, si on veut que ça soit capté par l'autre, il faut pouvoir comprendre comment lui fonctionne. Et c'est en ça que l'observation et être attentif à ses réactions est fondamental pour pouvoir transmettre. Voilà, c'est parce qu'en fin de compte, ton métier, c'est consultante pédagogique et je voulais développer ce mot pédagogie. Super intéressant, très très intéressant. Et je ne sais plus ce qu'on disait avant ça. Alors, tu étais en train de lui demander son métier. Excuse-moi, Caroline, t'avoir coupé. C'était déjà compliqué pour moi, alors là. Voilà, tu demandais en fin de compte son métier. Oui, voilà. Tu parlais de son métier. Comment c'était venu pour toi la passion de la pédagogie? Et puis, je me rappelle que tu m'avais parlé d'un livre qui t'avait beaucoup interpellé. Ah oui, vers 14 ans, j'ai lu Libres enfants de Summerhill de Niels. Et c'est un livre qui est assez choc, entre guillemets, sur l'éducation et qui permet justement de se poser des questions. Ce qui était important pour moi, c'est de ne pas me fermer, de ne pas mettre de barrières et de vraiment poser toutes les questions en matière d'éducation et de pédagogie. Et ça a été une découverte pour moi et j'ai continué avec des grands penseurs comme Maria Montessori, auprès des institutions auxquelles je me suis formée par la suite, mais Freinet, Steiner, toutes les personnes qui ont pensé autour de la pédagogie. Et il y en a bien d'autres, Houry, etc. Mais voilà. Ouais. Super. Et si tu avais deux mots, enfin si on pouvait résumer ou donner une petite indication en deux mots de ce que représentent les Libres enfants de Summerhill, parce que beaucoup de pédagogues savent ce que ça veut dire, mais ce livre, le livre. C'est une expérience qui a été menée, mais qui a continué. C'est une école dans laquelle les enfants pouvaient, a priori, on va dire, faire tout ce qu'ils voulaient. En fait, les adultes étaient là comme des outils, on va dire, et les enfants choisissaient leurs règles jusqu'à pouvoir manger des bonbons à la cantine, etc. etc. Et donc, c'est une expérience assez extrême, mais c'était intéressant de le lire et de pouvoir construire aussi, de ne pas se fermer de porte et d'ouvrir, sans dire que c'est ce vers quoi il faut tendre, d'accord, mais c'est vraiment pour être ouvert à ce qui a été expérimenté. Oui, tout à fait. Et donc, c'est une histoire vraie. Et l'école a vraiment existé. Oui. Et il y a même, pour ceux que ça intéresse, un documentaire qui existe, qui est disponible, je crois, sur YouTube, où on peut voir des images. Enfin, c'est une reconstitution, je crois. Mais puis il y a des témoignages aussi d'anciens élèves. Voilà, d'anciens élèves qui racontent un petit peu leur expérience. Et je trouve effectivement que c'est hyper intéressant quand on se penche un petit peu sur... quand on est intéressé par l'éducation et la pédagogie, c'est clair.
Et donc, tu es venu quand même, si je t'ai fait venir, c'est aussi parce que tu as un projet que je trouve très, très intéressant et que j'ai expérimenté pour le coup. Enfin, j'ai été un de tes cobayes, je crois. J'espère qu'il n'y a pas eu de séquelles. C'était plutôt positif. Non, je n'en garde que de très bons souvenirs. Donc, c'est pour ça que tu es là. Hein. Donc, voilà, j'avais envie que tu nous parles un petit peu de ton projet, que tu nous dises qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Oui, alors, pour continuer là où je viens, ce qui était important pour moi, c'est par rapport à l'expérience. Donc, j'ai été enseignante, puis éducatrice Montessori. J'ai eu une dizaine d'années d'expérience dans l'enseignement, auprès aussi des parents d'élèves. Comment dire, j'avais beaucoup d'empathie pour les enfants. Je comprenais énormément là où ils en étaient. J'avais très envie d'être au plus près de leur chemin d'apprentissage. Et avec l'expérience, je me suis rendu compte à quel point les adultes qui entouraient ces enfants-là n'étaient pas assez nourris de bienveillance eux-mêmes pour la transmettre aux enfants, que ce soit leurs élèves ou leurs enfants. Et je me suis dit que en fait, il y avait vraiment un besoin sur le fait d'accompagner ces adultes de manière bienveillante et enrichissante aussi, avec des ressources, qu'elles soient communautaires, avec plusieurs personnes de la même profession ou dans le même statut, c'est-à-dire parents. Et ça, c'était fondamental pour pouvoir rejaillir après sur son enfant ou sur son élève de manière positive. Donc ça, c'est l'origine du projet. D'accord. Et aujourd'hui, donc, je suis consultante pédagogique, c'est-à-dire que j'accompagne des adultes qui sont en transition éducative, comme pour l'association de Caroline, voilà, et qui désirent soit changer leur posture d'enseignant, donc sur une pédagogie innovante, donc des aménagements de classe, mais aussi vraiment un accompagnement régulier des enseignants qui veulent être confrontés à ce genre de changement, parce qu'il y a beaucoup de choses, tu pourras sûrement témoigner, Caroline, il y a l'élan de départ et ensuite tout ce qu'il y a à mettre en place pour vraiment changer de posture dans la classe, et les parents aussi. Donc on y reviendra, j'imagine. Exactement, c'est ce que j'allais expliquer, ce que j'allais exprimer, c'est que l'idée de l'émission, c'était de parler un petit peu de ce que tu proposes comme accompagnement auprès des professionnels de l'éducation, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que du coup, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels de l'éducation, alors des éducateurs, des accompagnateurs, des assistantes maternelles, des enseignants, quel que soit l'univers dans lequel ils évoluent, mais en tout cas des professionnels de l'éducation qui aujourd'hui n'arrivent pas à trouver les bons outils. Et également ce que tu proposes comme accompagnement à la parentalité. Et on avait soulevé là-dessus un petit point important, c'est que toi, ton soutien à la parentalité, il se fait dans un domaine très spécifique. Oui. Voilà. Donc on en parlera ensemble, et c'est vraiment le soutien à la parentalité dans les apprentissages. Oui. Voilà. Donc je pense que ça pourra sans doute intéresser beaucoup de parents. Et puis voilà, on terminera par une petite ouverture, donc on verra ensemble comment terminer cette émission. Alors, est-ce que dans l'idée est-ce que c'est clair pour toi, Jean-Luc ? Et c'est très clair, ma chère Caroline. Je te laisse gérer. Je te vois que tu as même là commencé à devenir une pro. Tu regardes la pendule. Donc, elle regarde la pendule pour gérer son temps et ses questions. Mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Je me dis surtout que si c'est clair pour toi, c'est Oui, c'est très clair. Tu sais, c'est une émission, c'est une émission sur l'éducation, sur les enfants. Ceux qui souhaitent écouter, écoutent. Et ceux qui ne souhaitent pas écouter, passent à autre chose. C'est pas un problème. Voilà. Donc, ici, on est là pour laisser la parole et surtout pour on est une radio de proximité. Je tiens quand même à faire une petite remarque juste avant que tu reprennes, c'est que on félicite Chloé qui vient quand même de Moinsartou. Ouais, voilà, donc dans notre radio, on reçoit des gens qui viennent de très très loin. Je rappelle qu'on est à Castillon, Moinsartou, Castillon, ça fait un sacré chemin. Ouais, ça fait bravo en tout cas, Chloé. Elle est partie ce matin d'ailleurs. Voilà. Sachant qu'il faut 40 avant 21h. Ouais, en plus. Donc il ne faudra pas traîner. Ouais. Non, mais oui, merci beaucoup. Et puis en plus, Moinsartou, on a quand même des beaux exemples en ce moment qui sortent de la ville de Moinsartou, donc c'est très très chouette de t'avoir parmi nous. Donc si on part sur l'idée de l'accompagnement des professionnels de l'éducation, je vais pouvoir en parler un petit peu, parce que du coup j'ai connu ce que tu proposes, et puis tu vas pouvoir certainement me donner un petit peu plus d'informations. Donc est-ce que tu préfères dire toi ? Parler-toi ou en parler-toi ou comme tu veux. Écoute, pour planter le décor rapidement,
je propose un accompagnement qui est assez régulier. Ce sont les webinaires mensuels où on se regroupe, on se retrouve. Donc, il y a plusieurs déjà enseignantes, éducateurs Montessori. Enfin, voilà, il n'y a pas de... On est tous ensemble. On a tous une expérience. Il y a même des personnes qui sont en formation, qui sont en cours de formation et qui sont là pour partager des outils. Alors, moi, je propose un cadre sur une thématique. Donc, les thématiques vont de l'organisation du travail au quotidien jusqu'à voilà, la liberté et discipline dans la classe, comment on gère ça. Voilà, c'est de la gestion de classe positive, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît la CNV, on connaît plein d'outils pour nous accompagner, mais la gestion de classe, c'est très particulier. Un groupe, c'est très particulier et on a certains outils qu'on travaille qui ont été... que moi, j'ai ressorti de la psychologie sociale et dont on se sert en classe après. Alors, voilà. Tu le fais en format webinaire parce que à cause du confinement ou d'habitude c'est des réunions physiques? Non, c'est toujours en format webinaire. D'accord. Parce qu'on a des personnes qui se connectent de partout, enfin de la Réunion, voilà. Et le but, c'est justement d'arriver avec plein d'ouvertures et d'expériences différentes pour partager. C'est toi qui mènes le débat, quoi. Oui. D'accord. Voilà. Oui, c'est même plus qu'un débat. C'est vrai que c'est presque un cours, parce qu'on apprend quand même énormément de choses. Mais on peut poser des questions. Et on peut poser des questions, bien sûr, et surtout on partage nos expériences. Et pour le coup, c'est hyper enrichissant parce qu'on est des enseignants, moi par exemple qui suis en maternelle, mais il y a des enseignants qui sont avec des primaires. Oui. Voilà. Et du coup, c'est vrai que pour ça, quel que soit le thème, finalement, on est tous confrontés aux mêmes problématiques. D'accord. Donc ça, c'est le côté hyper intéressant de la chose. Et le format webinaire... Donc, ça dure à peu près 2 heures. Oui, 1h30, 2 heures. Oui. 1h30, oui. Voilà, avec un support papier que tu retravailles après ensuite et que tu nous présentes. Voilà. Et l'idée vraiment, c'était aussi de se dire qu'on a tous quelque chose à partager. Quelle que soit notre expérience, et que moi j'étais juste là pour nous connecter et proposer un déroulé aussi, et puis vous transmettre l'expérience que moi j'ai accumulée, mais pas seulement par mon expérience, mais parce que j'ai pu visiter de nombreuses classes, vraiment beaucoup on va dire, et ça m'a permis aussi de discuter avec beaucoup d'enseignants, avec leurs techniques chacun, et de cumuler, on a créé des boîtes à outils on va dire, sur différentes thématiques, sur le bruit dans la classe, comment on peut le faire redescendre avec différentes techniques. Tu t'inspires d'un peu de tous les profs, de tous les instits, chacun a sa manière, et peut-être t'en sors une qui pense qu'elle est la meilleure, ou tu fais un mix? Non, l'idée c'est vraiment de se dire qu'on a tous quelque chose à partager, justement comme tu dis, et que il va falloir trouver sa manière à soi. D'accord. Et donc c'est ça qui est chouette, c'est de construire sa façon à soi de fonctionner. Mais des fois on n'a pas de référent, on n'a pas d'idée, et là l'idée c'est vraiment de compiler tout ça. Oui, et je dirais même plus, c'est que moi ce que j'ai adoré, c'est qu'on n'a justement pas de réponse toute faite. Oui. Et c'est ça un petit peu le piège bien souvent qu'on a chez les enseignants, c'est qu'on attend une recette. Oui. Voilà. Et la recette, on travaille dans l'humain, on a tous des contraintes différentes. Et puis un élève de Moissartou, c'est pas le même que du 7-7 ou du 06 ou du... non, 06 Moissartou, pardon, j'allais dire de Bizarre, ou voilà. Non, mais suivant le milieu où tu vis, c'est pas le même. Voilà, quel que soit le cadre, quelles que soient les contraintes physiques, géographiques, techniques, voilà, on n'a pas du tout les mêmes. Donc... ce qui est génial, c'est que pour le coup, c'est vraiment c'est-à-dire que ta capacité à être pédagogue avec les enfants, tu l'as vraiment mise au service là des adultes. Et pour le coup, c'est exactement le même principe, c'est que tu vas nous encourager. J'ai eu ce sentiment, en tout cas, c'est que en posant des véritables questions éclairantes, tu vas nous permettre d'accoucher nous-mêmes de notre propre solution. Et oui, la magnétique de Socrate. Oui, c'est ça l'idée. C'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas une solution, c'est qu'on va poser des questions comme avec les enfants pour dégager en fait sa solution.
Et juste, j'avais envie de parler de quelque chose parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a eu une actualité sur des tests en mathématiques et qu'on est les derniers en France, c'est catastrophique, etc. Et j'ai lu un article du Monde qui disait, oui, on n'a pas la bosse des maths, etc. Alors voilà, pour vous donner un peu une image de la manière dont on travaille avec, auprès des webinaires, mais avec les parents aussi, excusez-moi, c'est qu'on va sortir de cet état d'esprit-là, cet état d'esprit figé de se dire je suis nul je n'y arrive pas, je suis nul et je n'y arriverai jamais. Et on va créer un état d'esprit plus positif, plus dynamique. Et il y a une chercheuse en psychologie sociale qui s'appelle Carol Dweck qui a vraiment étayé cette pensée-là d'état d'esprit figé et d'état d'esprit dynamique, le growth mindset et le fixed mindset, et qui est juste fondamental dans l'apprentissage aujourd'hui et que la France n'a peut-être pas encore bien compris, alors que dans d'autres pays anglo-saxons, c'est vraiment une façon déjà d'éduquer et qui est juste fondamentale. Je vous donne un tout petit exemple pour que ça soit très concret. Quand on dit « je ne sais pas coudre », par exemple, si on change un seul mot et qu'on ajoute le mot « encore », je ne sais pas encore coudre, ça donne une toute autre perspective aux apprentissages. Heureusement que ma femme n'écoute pas l'émission parce que je ne sais pas faire à manger. Et donc, en rajouter, tu vas rajouter, je ne sais pas encore faire à manger. Et voilà. Mais je ne cherche pas spécialement à savoir le faire. C'est ça. Tu as toutes les capacités en toi pour y arriver. En fin de compte, mais c'est vrai ce que tu dis. Il y a beaucoup de choses où, en fin de compte, c'est qu'une question de volonté. C'est qu'une question de volonté. On se met des barrières sur certaines choses parce qu'en fin de compte, on n'a pas envie de le faire. Et puis, c'est une question d'état d'esprit et d'éducation, justement. Oui. Quand on n'entend que ce langage-là qui est figé, je sais pas, je suis pas douée pour ça, donc je passe à autre chose. Alors qu'en fait, c'est avec du travail. On en a parlé juste avant avec Caroline. Et c'est vrai que c'est qu'une question de travail et du coup de volonté, comme tu dis aussi par la suite. Bien sûr. Oui, tout à fait. Et juste pour rebondir, parce que tu disais, tu prends ce que tu as vu dans les classes et puis tu le dispatches, enfin, tu le rediffuses dans tes webinaires. Et en fait, moi, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que justement, tu t'appuies, Chloé, sur la psychologie sociale. Et du coup, c'est encore quelque chose de différent. Et la psychologie positive aussi, je pense que c'est vraiment deux domaines de la psychologie qu'on sous-estime très largement en sciences de l'éducation, alors que, à mon sens, c'est vraiment une base fondamentale. Et pour ceux que ça intéresse, les travaux de Carol Dweck, qui sont aussi elle a fait un TEDx qui est disponible. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller taper Carol Dweck sur YouTube parce que c'est vrai que c'est passionnant. Et pour ceux juste qui ne sont pas convaincus du fait de ce qu'on est en train de dire, c'est quelque chose qui a été prouvé aujourd'hui. C'est Monsieur Baumeister, qui est aussi professeur en psychologie sociale, je crois à l'Université de Floride, et qui a découvert que tout simplement l'autodiscipline, donc la volonté d'une certaine manière, est 2 fois plus prédictrice que le QI de la réussite scolaire d'un enfant. Donc ça, c'est énorme. Voilà. C'est énorme. Et ça, c'est des choses qui sont, qui sont prouvées aujourd'hui. Or, l'autodiscipline, on ne la travaille absolument pas, ou très peu. Quand tu apprends ton métier d'enseignante, c'est ça que tu veux dire ? Non, ce qu'on demande aux enfants. Non, aux enfants, on demande aux enfants d'être disciplinés. C'est-à-dire, on leur demande d'être soumis et d'écouter les consignes. Mais on ne leur demande pas nécessairement d'être autodisciplinés. C'est-à-dire d'arriver eux-mêmes. Pourquoi ils doivent être disciplinés ? Voilà. Pour quelle raison ? Et puis eux, de prendre des décisions en fonction de ce qu'ils pensent être bon pour eux. Donc, c'est pas forcément non plus quelque chose qu'on encourage, en tout cas. Mais quand je vous entends parler d'éducation de cette manière, tu avais reçu la personne que tu avais reçue l'année dernière. Et puis, Caroline, ça fait un petit moment qu'on se connaît et je sais la manière que tu as d'éduquer. J'ai l'impression que vous êtes des... Excuse-moi, mais tu vois, je vais faire des extraterrestres. En fait, non, mais dans le sens que je vais m'exprimer. L'éducation nationale aujourd'hui ne fonctionne pas comme ça. J'ai l'impression que vous êtes des exceptions et que vous vous battez pour arriver à ce qu'on fonctionne comme ça. Alors, c'est archaïque encore, c'est ça que je pense. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup surpris avec les webinaires, c'est que j'ai beaucoup d'enseignantes justement qui cherchent à changer les choses et c'est vraiment beaucoup de personnes qui recherchent, qui ont envie. Et justement, c'était ça aussi qu'il fallait qu'on dise ce soir, qui était important aussi dans ma démarche, c'était que j'ai vu beaucoup d'enseignantes avec et d'enseignants avec une passion, une très grande passion, et qui s'éteignaient petit à petit, parce qu'ils n'étaient pas soutenus dans leurs efforts. Et justement, comme tu dis très justement, quand on n'est pas soutenu par une institution,
parce qu'on crée ces changements, on met en place des choses, on se sent un peu seul de temps en temps. Je vais sur ça, tu me permets de faire un petit aparté. Bien sûr. J'ai un exemple concret, donc si tu veux, la radio fait des émissions dans les écoles. Oui. Et on a une émission qui va arriver là dans une école donc publique, puisqu'on fait des écoles privées et des écoles publiques. Quand on fait dans une école privée, on n'a aucun souci, on fait ce qu'on veut, on va dire, entre guillemets, pourtant c'est régi par l'éducation nationale. Et pour faire une émission dans une école publique, mais c'est incroyable, parce qu'on me demande d'autorisation et de pas faire ci et de pas faire là. Déjà, j'ai interdit de retransmettre sur Facebook. Bon, tout un tas de choses qui fait qu'en fin de compte, tu baisses les bras parce que tu t'aperçois c'est tellement archaïque leur manière de fonctionner qu'on t'interdit de faire ci, on t'interdit de faire là, alors que c'est dans une école privée, tu fais ce que tu veux, quoi, en fait. Et je comprends pas, je comprends pas pourquoi tu as ce blocage. Je sais pas si on peut dire que c'est archaïque, mais c'est vrai que il y a un fonctionnement qui est très complexe parce que la machine est très complexe. Et donc, il faudrait pouvoir transformer complètement la machine, mais... Ça revient à ce que vous êtes en train de faire, hein, ce que tu es en train d'expliquer, quoi. Après, c'est vrai que pour moi, la plus grande liberté que j'ai pu exercer, c'était dans le public, en termes de pédagogie. Hein, je dis bien. C'est-à-dire parce qu'on a une totale liberté pédagogique. Après, en fonction de l'inspecteur. Attention, je ne pose pas l'un avec l'autre. Il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, parce qu'il y en a qui vont dire il oppose le public au privé. Non, je n'oppose pas du tout le public au privé. Je suis en train de dire que c'est des fois, tu as l'impression que tu dois bouger le mammouth. Oui, bien sûr. Mais justement, comme dit Chloé, vas-y, je te laisse finir. Cette liberté pédagogique, elle nous appartient. Mais là où est la difficulté, c'est après savoir qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'entretient. Et moi, ce que j'apprécie aussi énormément avec les webinaires, c'est que la difficulté de l'enseignant, c'est que bien souvent, il est seul à bord de son bateau. Voilà, il est tout seul dans sa classe et il a des difficultés auxquelles il doit faire face et il n'a pas forcément... Alors, il y a des conseillers pédagogiques. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il y a des conseillers pédagogiques qui sont juste géniaux. Moi, j'ai eu des très bons retours d'enseignantes qui sont très, très bien accompagnées et ça, c'est super, tant mieux. Mais en revanche, quand on n'en a pas, ou quand on en a un, mais qui est peut-être pas assez présent, ou qu'il y a trop d'écoles aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'enseignants à soutenir, c'est comme les psychologues scolaires, etc. Enfin, il y a aussi un souci, c'est des gens qui ont envie, mais qui n'ont pas les moyens d'arriver à leur but. Donc là, l'idée aussi, c'est de proposer un soutien en parallèle, qui est un peu différent, qui propose aussi une communauté d'enseignants différente que dans sa circonscription. C'est d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, dans d'autres pédagogies, dans des écoles privées, semi-privées, publiques, et voilà, sans discrimination, entre guillemets, de pédagogie choisie par l'enseignant. Oui, tout à fait. Et ce que j'apprécie toujours dans tes webinaires, parce que je les suis, c'est que à la fin, on a un objectif. Oui. Donc à la fin, il y a toujours quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on se fixe, et puis pour quand, pour quelle date. Et bien sûr, c'est propre à chacun. Donc on ne sera pas puni si on n'a pas fait. Il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a pas d'évaluation. On sera pas, on va pas non plus s'auto-flageller parce qu'on essaie d'avoir beaucoup de mettre beaucoup de, comment on dit déjà, de bienveillance, de bienveillance dans notre manière d'enseigner. Mais du coup, c'est vrai que ça, c'est motivant aussi parce que ça nous apporte une petite motivation supplémentaire, un petit point où on se dit, bon, allez, là, je vais mettre un petit coup de collier. C'est quand même hyper intéressant. Et de voir qu'on est tous dans le même cas et qu'on va se retrouver le mois suivant, c'est d'autant plus motivant. Voilà, et c'est vrai que l'idée, c'est ça aussi. On a des gros chantiers à entreprendre en tant qu'enseignant. La plupart du temps, on est dans l'urgence. Tous les jours, on fait les choses dans l'urgence parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et l'idée des webinaires, une fois par mois, je les fais juste une fois par mois parce que c'est un petit rendez-vous où on se permet, on prend soin de soi aussi et de son métier et de se dire, voilà, je prends un petit moment de recul. Je prends aussi de la hauteur parce qu'il y a des outils pratiques, mais il y a aussi le fait de se reconnecter au projet pédagogique qu'on a envie pour ses élèves dans sa classe. Et on s'offre ce moment où on se dit, voilà, on est tout ensemble et on se donne un objectif. Et quand on s'engage dans un groupe, même si on ne le fait pas, on ne va pas vous demander si vous l'avez vraiment tenu, etc. Mais ça aide à aller au bout de ce qu'on entreprend quand on est toute seule dans sa classe de temps en temps, ou tout seul. Alors, la question qui fâche, si on parle de combien ça coûte et qui c'est qui paye par exemple. Oui. C'est exactement ce à quoi tu pensais. Je t'ai pas coupé ta question parce que j'allais dire, c'est une professionnelle, elle vit de quoi? Oui, bien sûr. Donc, toi, c'est une entreprise pour le coup qui est privée. Donc, voilà, donc c'est un projet privé. Alors, dis-nous tout. Alors, donc les webinaires, c'est si vous prenez juste un webinaire, donc voilà, en fonction de la thématique que vous voulez, c'est 15 €.
Donc voilà. Et si vous vous engagez sur la saison, puisque c'est des saisons de webinaires, l'idée c'est de favoriser le fait de suivre la saison pour pouvoir se retrouver régulièrement. Mais il y a des personnes qui viennent juste pour certains webinaires en fonction de la thématique. Et la saison, ça revient à 8 € par webinaire, donc c'est 80 € pour l'année. Donc l'idée c'était de proposer un tarif qui était accessible pour les enseignants parce qu'on sait, je sais. Il faut que tu en aies beaucoup pour vivre. Voilà. Non, mais après je fais beaucoup de choses aussi à côté okay. Avec les parents, des enseignants qui ont un accompagnement personnalisé, etc. Mais l'idée là c'était de proposer justement un accompagnement qui puisse être accessible au maximum de personnes. Voilà, je suis maman aussi de 2 enfants, j'ai été enseignante, je sais ce que ça représente et ce qu'on gagne aussi. Donc l'idée c'était vraiment que ça soit accessible. Et j'espère que ça l'est. Je pense que ça l'est. Oui, je rebondis juste parce que du coup, pour le coup, pour ma prise en charge, c'est vrai que c'est l'association Éducange qui prend en charge mon accompagnement pédagogique. Et c'est aussi quelque chose qui est proposé à tous les enseignants qui souhaiteraient bénéficier de cet accompagnement pédagogique. C'est-à-dire que c'est le message que tu passes ce soir. Voilà, donc écoutez bien les enseignants qui nous écoutent ou qui vont nous réécouter, puisque je rappelle qu'on peut réécouter cette émission. Hein. Bien donc sûr. vous pouvez la partager, la réécouter. Et donc on peut faire appel à Chloé pour... Alors, on peut faire appel à Chloé, on peut faire appel à l'association Éducange qui a pour objectif aussi de favoriser la transition éducative, notamment dans le bassin mentonais. Donc, tous les enseignants du privé, du public, quels qu'ils soient, qui souhaiteraient participer, par exemple, à ces webinaires, peuvent faire une demande pour avoir un financement participatif. Bien sûr, pas de la... Enfin, bien sûr, c'est pas de la totalité, mais une partie pour encourager, en tout cas, l'engagement. Et en tout cas, 80 € sur l'année, on ne se ruine pas. Hein. Non, et puis une bonne partie prise en charge. Et à côté de ça, je pense qu'il y a aussi la possibilité pour les enseignants de faire des demandes au niveau du DIF, ce qu'on appelait le DIF, donc je ne sais plus exactement comment ça s'appelle maintenant, mais en tout cas du budget de formation de chaque enseignant. Donc ça aussi, c'est quand même intéressant de se renseigner parce que ce n'est pas complètement exclu non plus. Il y avait cette partie-là, et puis il y avait aussi l'autre partie que tu as brièvement abordée, qui concerne l'accompagnement personnalisé. Voilà. Alors, il y a des enseignants qui... Donc, les webinaires, la plupart des enseignants les suivent et certains ont besoin ponctuellement d'accompagnement plus personnalisé en fonction de certaines difficultés ou de projets de mise en œuvre d'une nouvelle pédagogie. Alors moi, mon expertise est dans la pédagogie Montessori puisque j'ai mes diplômes dans cette pédagogie-là. J'ai aussi l'expérience de d'autres pédagogies, mais c'est ça mon expertise. Donc, j'accompagne aussi des enseignantes qui veulent changer leur classe. Donc, il y a des aménagements de classe et l'accompagnement personnalisé qui représente un peu, c'est 1 heure de rendez-vous où on va travailler donc, de manière très proactive. C'est vrai que j'aurais pu te laisser la parole là pour le coup. Voilà. Juste après ce sujet, on fera un break, les filles ? Oui, okay. Bien sûr. Parce que du coup, on avait prévu de faire un break, mais je suis tellement à écouter vos paroles, à boire vos paroles que je me laisse aller. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Non, mais juste parce que justement, j'ai profité aussi de cette proposition de Chloé, j'en ai bénéficié. Et c'est vrai que je l'ai fait d'ailleurs 2 années de suite, parce que déjà, j'ai trouvé ça exceptionnel la première année. Et la deuxième année, je pense que j'avais un peu encore besoin d'être rassurée aussi, donc ça a été très utile. Et par rapport à mon expérience, ce que je pourrais dire, c'est que quand on est plus ou moins enseignant débutant, qu'on arrive dans une classe ou qu'on prend un nouveau niveau de classe ou qu'on veut changer quelque chose, on a tellement la tête dans le guidon qu'en fait, on a l'impression que tout est un problème, que c'est insurmontable. Et ce petit rendez-vous hebdomadaire, il est magique. Il nous permet à un moment donné de poser tout ça et de se dire, bon, alors, où est-ce que je rencontre des difficultés, comment on peut les aborder. Et encore une fois, il n'y a pas de réponse toute prête. Mais vraiment, il y a un côté hyper intéressant où on valorise nos réussites, on va parler aussi de nos difficultés, mais comment on va faire pour surmonter tout ça. Donc voilà, je trouve que c'était... En tout cas, pour moi, ça a été une très, très belle expérience. Donc je pense que ça peut être très intéressant pour d'autres qui voudraient se lancer dans des choses un peu... voilà, quel que soit le modèle. Oui, c'est ça. Et prendre des choses petit à petit aussi et faire un pas à chaque fois. Mais oui. Voilà.
Ok Caroline, on va faire juste un petit break musical, ne nous quittez pas, restez avec nous. On est ce soir avec Chloé Lamoureux qui est consultante pédagogique et dans l'émission de Caroline Saunier, dans son émission Éducange. On fait un petit break musical, vous restez avec nous, vous quittez pas surtout et vous restez parce que c'est très très intéressant ce soir. Allez, on va écouter un artiste mentonné qui travaille sur Monaco, vous voyez, un artiste mentonné, c'est monsieur Tony Amantini, avec Tony est mort ce soir. Voilà, c'est un titre qu'on a l'habitude de passer sur notre radio. À tout de suite. RFM, Caroline Éducange. Hola cariño, estás muerto. On dirait bien que c'est mon heure. Elle est venue me chercher. J'étais si sûr qu'elle faisait peur. Elle est plus belle que ma fiancée. Hola cariño, estás muerto. On dirait qu'elle veut me parler. Le désir d'aimer monte en moi. Et je peux presque la toucher. La nuit sera chaude ici-bas. Tony est mort. Tout est mort. Tout est mort. Tout est mort. Tout est mort. Hola cariño, estás muerto. Je n'aurais jamais pensé que je partirais si tôt, que la mort puisse autant m'exciter. Ce soir j'ai gagné le gros lot. Hola cariño, estás muerto. Elle tourne autour de moi. Je crois que je vais la laisser faire. Et j'irai là où elle voudra. Car son jeu commence à me plaire. Tony est mort. Tout est mort. Tout est mort. Tout est mort. Tout est mort. Hola cariño, estás muerto. Puisqu'elle me veut et qu'elle est belle, tant pis, je ne résiste pas. Je vais répondre à son appel et me jeter dans ses bras. Hola cariño, estás muerto. Regardez la mort dans les yeux. Et plus bon qu'on le dit. Finalement Alors on est de retour sur Fréquence Méditerranée avec ce soir notre invité Chloé Lamoureux, consultante pédagogique dans l'émission de Caroline Saunier. Et oui, on est toujours là. On est toujours là, j'espère que vous êtes toujours là aussi, vous nous écouterez en replay. Et puis on va continuer, donc on a parlé de tes propositions d'accompagnement pour les professionnels de l'éducation. Donc ça, c'était un petit peu mon domaine puisque j'en ai bénéficié. Et maintenant, on va parler de tes propositions d'accompagnement en soutien donc, à la parentalité, mais tu as bien précisé dans les apprentissages. Oui. Donc moi, quand tu m'as parler de ça, je me suis dit, ouh là là, les devoirs. Voilà. Donc, effectivement, ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que tu proposes. Alors, de la même manière, comme pour les enseignants, l'idée, c'était de proposer quelque chose qui puisse être rapidement mis en place à la maison. Donc, j'ai proposé un programme qu'on a déjà commencé là au mois de décembre. Il y a une nouvelle session au mois de janvier d'accompagnement de ces enfants, pour les apprentissages. Alors plus globalement, l'idée c'était, en dehors des devoirs, on en parlera après si tu veux, c'était comment faire au quotidien pour développer cette autodiscipline dont on a parlé tout à l'heure, qui est 2 fois plus prédictrice que le niveau de QI de la réussite scolaire de nos enfants. Donc comment je développe cette autodiscipline à la maison
pour lui permettre de réussir sa scolarité. Et donc j'ai proposé un programme donc en 4 étapes. C'est quelque chose d'assez simple dans un premier temps pour pouvoir balayer les différentes compétences à développer pour les enfants. Donc on a un premier atelier, donc ce sont des ateliers, voilà, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est en ligne, c'est collectif au départ. Donc un atelier sur la confiance en soi, donc c'est des grands termes hein, comme ça, voilà. Mais on va trouver ensemble, et puis bon, moi j'accompagne aussi, donc des outils très concrets à mettre en place à la maison pour justement la confiance en soi, pour la développer, pour voir comment on dépasse la peur de l'échec, la peur du regard des autres, etc. au quotidien à la maison. Ensuite, le deuxième atelier, c'est sur la persévérance. Donc, comment on développe le goût de l'effort, comment on accompagne son enfant à sortir de sa zone de confort. C'est ça un apprentissage, en fait. Quand on apprend quelque chose de nouveau, c'est accepter de sortir de sa zone de confort pour apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Et si on n'a pas développé cette compétence-là, on va avoir beaucoup plus de mal et on va aller toujours vers les choses qui sont plus faciles pour nous. D'où ce dont on a parlé tout à l'heure par rapport aux mathématiques. En France, on a beaucoup de gens qui disent « Ah, je ne suis pas bon en mathématiques » et qui, du coup, ne travaillent pas les mathématiques et, du coup, ne sont pas bons en mathématiques. Donc voilà. Et là, ce sont des habitudes à mettre en place à la maison et c'est pour ça qu'on fait ces petits ateliers-là. Donc c'est 1 par semaine pour mettre progressivement ces nouvelles habitudes-là en place à la maison. Parce que changer des habitudes, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut les faire progressivement. Le 3e atelier, c'est sur l'autonomie. Alors, il y a différents degrés d'autonomie. On parle souvent, l'autonomie, c'est savoir mettre ses lacets tout seul, savoir faire ses lacets tout seul, mais ça va beaucoup plus loin. L'autonomie va au-delà de ça et elle va jusqu'à se dire, se responsabiliser. Qu'est-ce que je vais choisir quel projet je vais porter, quelles études je vais faire et aussi. Beaucoup d'enfants ont du mal des fois à savoir à l'âge de l'adolescence. Et donc, on va les aider à se projeter, se responsabiliser dans leur projet. Et le dernier atelier, c'est du coaching personnalisé, donc c'est sur la concentration, puisque pour développer une autodiscipline, pour arriver à un projet, à mener à terme un projet, il faut pouvoir avoir focalisé son attention sur les différentes étapes. Et ça, c'est assez particulier, ça dépend vraiment du contexte aussi de la famille. Donc c'est pour ça que je propose un coaching personnalisé pour cette dernière étape du programme. Voilà. Waouh! J'ai fait ça très rapidement. Ah non, c'est magnifique. Ça... J'écoute, moi. Ah oui, c'est déjà... Moi, ce que je suis épaté, c'est par le jeune âge des gens que tu reçois et l'expérience qu'il y a derrière. Ah oui, non mais attention. Il y a du travail. Il y a du travail. Non mais c'est... alors, la première des choses qui me vient à l'esprit quand j'entends tout ce que tu donnes dans ton programme, moi c'est les neurosciences parce qu'en fait j'imagine que tu t'appuies énormément sur toutes les découvertes neuroscientifiques sur le cerveau. Oui. Et donc la flexibilité cognitive, l'inhibition, la mémoire de travail, voilà, toutes ces choses qui sont comme on dit des éléments indispensables à la bonne scolarité d'un enfant et en réalité c'est complètement ça que tu vas travailler, que tu vas faire. J'imagine que tu vas essayer de transmettre aux parents. Voilà, l'idée c'est un peu de vulgariser, on va dire, ces connaissances-là et de les rendre très concrètes. Ouais. Et donc ça va être sous forme, par exemple, pour vous donner un exemple sur la persévérance, on a un petit outil qui s'appelle l'échelle du courage, parce que pour persévérer, il faut être courageux aussi, aller au bout de quelque chose. Et comme on donnait l'exemple tout à l'heure de pour toi, je ne sais pas cuisiner, alors on va le refaire avec l'échelle du courage, on va faire l'échelle du courage. Je me rappelle. Donc, je ne sais pas encore cuisiner. Et puis, l'échelle, elle a plusieurs barreaux. Donc, il y a plusieurs étapes pour arriver à la fin à « je sais cuisiner ». Et donc, la première étape, qu'est-ce qu'on va mettre derrière cette étape-là? Et on va le faire avec notre enfant. Alors, ça va être sur des choses qui sont compliquées pour lui. Ça va être pour des choses que vous observez qui sont difficiles à mettre en place. Et on va aider l'enfant justement à créer ces étapes pour arriver à maîtriser une des choses qu'il a du mal. On peut parler de devoirs, on peut parler aussi d'une question récurrente qui vient, alors qui n'est pas sur des apprentissages, mais en fait qui l'est d'une certaine manière, puisque c'est sur l'autodiscipline. Un enfant qui commence une activité extrascolaire, du judo ou quelque chose comme ça, et qui veut s'arrêter en cours d'année, quelle attitude je dois avoir moi en tant que parent? Alors là, ça c'est une question par laquelle je vous répondrai par des questions tout simplement, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été dit au début de l'année?
Est-ce qu'on a bien parlé avec son enfant du fait que c'était un engagement sur l'année? Est-ce que l'enfant connaissait bien le sport dans lequel il allait s'engager, etc. Et voilà. Et progressivement, on va construire l'accompagnement de son enfant sur cette autodiscipline-là. Ouais. Voilà. D'accord. Bon, et ben, je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. Et du coup, ça se présente comment? Alors, c'est donc même principe que les webinaires, c'est-à-dire on peut le faire à distance. Voilà, c'est à distance, c'est une fois par semaine, donc les 3 premiers. Donc on doit s'inscrire à un instant T quand tu vas proposer les 3 modules. Voilà. Okay. Donc là, il y a la session de décembre qui est en cours. Donc voilà. Et il y a une session en janvier qui commence exactement le 7 janvier. Donc il faut m'écrire avant pour que je puisse, je puisse vous y inscrire. Et voilà, on a... Ça c'est sur 1 mois, puisque c'est une fois par semaine. Donc, les 3 premiers sont en collectif, sous format Zoom. Voilà. Je ne sais pas si on a le droit de dire. Oui, tu peux, on s'en sert. Ah, d'accord, ok. Voilà. On fait beaucoup d'émissions en ce moment. Et le dernier, sur la dernière semaine, est un rendez-vous à fixer en fonction des disponibilités de chacun. Voilà. D'accord. Et donc, si on est parent et qu'on est intéressé, déjà, est-ce qu'on peut être 2 parents derrière son écran? Oui. Oui, c'est pas un souci. Non, d'accord. Donc, ça, c'est top. Et puis après, comment on fait? Alors, on m'écrit par mail l'amoureux, lamoureux.cm@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. D'accord. CM ou CL? CM. M. D'accord, j'avais compris. Merci. Oui. Sinon, je suppose que tu as une page Facebook. J'ai une page Facebook aussi. On peut te trouver. Voilà, on peut me trouver à Chloé Lamoureux. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent ce soir sur Facebook. Oui. Chloé Lamoureux sur Facebook, vous allez voir sa page et en même temps, comme ça, vous avez toutes les indications que Caroline est en train de poser. Ouais, et les réponses. Et si on parle donc d'un point de vue budget, qu'est-ce que ça donne à peu près pour une famille? Alors, ce programme-là, avec les 4 ateliers, c'est 165 € pour l'ensemble du programme, avec les 3, plus le rendez-vous personnalisé. Et à chaque fois, ça dure à peu près combien de temps? C'est environ 1 heure, en sachant qu'à chaque fois, je me connecte 30 minutes avant pour des questions, en fonction de l'atelier d'avant, précédent. D'accord. Voilà. Ok. Écoute, je sais pas déjà. C'est génial, c'est visioconférence. Ah ouais. Tu peux faire plein de choses, c'est magique. Écoute, tu sais que j'ai découvert, alors c'est vrai que par rapport à vous les filles, je suis un ancien et j'ai découvert en fin de compte ce système pendant le confinement, le premier confinement, puisque du coup la radio s'est arrêtée, on pouvait recevoir personne à cause du confinement et on a cherché une idée pour pouvoir quand même continuer à faire de la radio et du coup on m'a parlé de ce Zoom. Je le dis. Et on fait des émissions via Zoom souvent quand on est confiné. Bah oui, au moins ça permet de continuer. Et d'ailleurs, on en fera d'autres comme ça, même quand on sera plus confiné. Je trouve que c'est génial. C'est sûr que Castillon, ça reste loin. Exactement. Mais il y a toujours la crainte. Au départ, moi, je l'avais aussi de la relation humaine, de se dire, mais est-ce que derrière les écrans, on aura la même chose, etc. Ouais. Et en réalité, vraiment, moi, je sens une belle proximité lors des webinaires. Tu rentres chez les gens, carrément. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'intime. C'est vrai, tu rentres chez les gens. Bah oui, c'est intéressant. Ouais, non, c'est clair. Je suis entière. Enfin, moi, je me sens pas trop gênée par le côté numérique, pour le coup. Faut vivre avec son temps, c'est tout. Quoi. C'est comme ça. Bah oui, tout à fait. Et du coup, tu sais pas où tu en es. Non, jamais. Ah oui, si. Note-les au fur et à mesure. Non, mais oui, ça y est, c'est revenu. Je me posais la question, donc, parce que c'est vrai que de mon côté, je suis plutôt vers la petite enfance, les 3-6 ans, on va dire, mais ton programme, bien sûr, concerne toutes les tranches d'âge. Oui. On est d'accord. Oui, l'idée, c'est vraiment comme avec les enseignants, c'est de ne pas mettre de barrière. Alors, certaines personnes pourraient me dire, oui, mais moi, je voudrais vraiment que ça soit spécialisé sur l'âge de mon enfant. Ouais. En réalité, votre enfant, il a eu l'âge d'avant. Il aura l'âge d'après. Et c'est ça qui est très enrichissant. C'est justement d'ouvrir ces barrières-là et d'arrêter de segmenter soit par pédagogie, soit par âge, parce qu'on a tous à apprendre des choses. Et ces outils-là, et c'est de l'humain. Comme tu disais, ces sciences-là, c'est des sciences humaines. Et moi, c'est ma formation de base de sociologie, ethnologie, etc. Et c'est de l'humain. Donc, on a à apprendre. Des mécanismes sont à peu près les mêmes. Les difficultés ou les points d'intérêt sont différents en fonction des âges, certes, mais on en parle aussi. Et après, tu recommanderais ça pour des enfants des parents du coup qui ont des enfants à partir de quel âge? Parce que
On pourrait se dire, quand ils sont scolarisés, et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire un peu en amont? Enfin, voilà, c'est pas évident. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire aussi, qu'on peut faire dès la toute petite enfance. En réalité, aujourd'hui, je commence avec des parents qui ont des enfants de minimum, c'est 2 ans, 2 ans et demi. D'accord. Donc voilà, préscolaire. Ouais. Mais voilà, je pense que pour l'instant, c'est assez pertinent. Et ensuite, comme tu disais, la question sur les devoirs aussi, qui est une question qui est assez importante, surtout dans les différents thèmes qu'on aborde, la confiance en soi, la persévérance, l'autonomie, la concentration. On aborde cette question de devoir qui est centrale aujourd'hui pour beaucoup de parents et qui est source de beaucoup de conflits et de difficultés aussi. Donc ça fait partie des thèmes, des thèmes qui sont abordés, peut-être comme les écrans, peut-être comme des choses de ce genre-là. Il y a toute cette partie en fait sur l'autodiscipline. Donc les écrans, ça peut être quelque chose qui est abordé lors d'une session en fonction des comment on peut dire, des préoccupations des parents présents à ce moment-là. Ouais. Et ce qui me paraissait important, c'est qu'on finisse la session par un rendez-vous personnalisé pour vraiment faire le tour des préoccupations du parent s'il n'a pas pu s'exprimer lors des 3 premiers, alors que je fais quand même des questions-réponses avant, mais peut-être que certains n'auront pas pu faire vraiment le tour. Ouais. Et ça, c'est fondamental pour finaliser une session comme ça. Oui, tu laisses de la place quand même aux questions pendant les entretiens, mais c'est vrai que finalement, il faut aussi que tu puisses... Regardez la pendule, c'est ça. Oui, et puis apporter des réponses. C'est ça, il faut regarder quand elle fait ses webinaires, elle regarde la pendule aussi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on est toujours dans le speed, malgré tout. On s'écoute, mais il y a toujours plein de choses à dire et on est toujours en retard. Mais écoute, super. J'essaie de réfléchir aux autres infos dont pourraient avoir besoin des parents ou des enseignants, mais a priori, je crois qu'on s'est déjà, tous les parents et les enseignants qui n'ont pas tout compris ce soir en écoutant cette émission, ils la réécoutent déjà, et comme ça, en la réécoutant, ils ont aussi toutes les coordonnées de Chloé Lamoureux, et ils peuvent la trouver soit sur Facebook, soit via son mail, comme elle a dit tout à l'heure. Lamoureux, c'est très simple, comme l'acteur, pour ceux qui l'ont connu, avec .cm@gmail.com. Voilà, merci. J'ai retenu, tu vois. Wow. Super. Puis je vais dire à ma fille d'écouter l'émission, puisqu'elle est enseignante. Mais oui, tout à fait, avec plaisir. Et je me disais, je trouvais ça intéressant d'essayer de partir maintenant sur un sujet peut-être un peu plus philosophique, je sais pas, on verra. En tout cas, ça m'intéressait d'avoir ton point de vue sur, c'est vrai que dans certaines pédagogies, et même quand on n'est pas pédagogue, on entend beaucoup parler de l'excellence. De l'excellence qui s'accompagne aussi d'un certain niveau d'exigence. Donc, en tout cas, dans ma classe, je parle beaucoup du niveau d'exigence que je peux avoir avec les enfants et avec ma fille aussi d'ailleurs. Et du coup, je suis sans cesse en questionnement. Parce que le niveau d'exigence, c'est pas le même pour tout le monde. C'est pas évident de se dire est-ce qu'on n'a pas un niveau d'exigence aussi qui est trop élevé par rapport... Enfin voilà, comment on gère ce genre de choses? Quel est ton point de vue là-dessus? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc sur l'excellence et l'exigence qu'on pourrait avoir envers nos enfants et nos élèves. Et nos élèves, ouais. D'accord. Alors tu peux choisir un des deux si tu veux. De toute façon, c'est assez général. Ouais. Je dirais que... plein d'images me viennent en tête de mes anciens élèves et de mes 2 enfants aussi. Ce qui me vient là, c'est surtout de dire que pour moi, l'exigence qu'on demande à nos enfants ou à nos élèves, elle est aussi dans un certain respect parce que, comment dire ça? Ce que j'ai observé avec le temps, c'est que s'il n'y avait pas d'exigence, si on n'attendait rien du tout, l'enfant pouvait aussi se demander il était capable, il avait une certaine valeur. C'est vrai que dans la relation, moi, ce qui m'a marqué, c'est que quand j'avais confiance dans l'élève que j'avais en face de moi, quand j'exigeais, mais dans le sens, je me disais, je sais que tu es capable de faire ça, je le sens, et c'est mon métier aussi, je sais que j'ai observé que tu étais prêt pour faire ça. Ça le rassurait et ça lui donnait envie aussi de se dépasser. Et quand on parlait de sortir de sa zone de confort, c'est pas évident. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous de courir. Moi, ça m'arrive de temps en temps de courir. Et c'est vrai que si j'ai un coach à côté de moi qui court et qui me dit « mais je sais que tu vas y arriver, je sais que c'est possible, etc. » J'ai l'impression qu'il est très exigeant.
mais il sait justement ce dont tu parles, la marche que je suis capable tes capacités. De dépasser encore un petit peu. Et là, on revient à l'observation que Maria Montessori, alors je fais ce clin d'œil parce que vraiment j'ai une affection particulière pour cette pédagogie-là. On a une école Montessori à Castillon. Donc je les salue. Maria Montessori, justement, avait bien appuyé sur cet outil qui est fondamental et qui est, je crois, juste le prochain webinaire pour les enseignants au mois de janvier sur l'observation et sur tous les bienfaits de cette observation pour nous permettre d'exiger la bonne marche pour nos enfants ou pour nos élèves accessible, voilà, tout simplement, et qui fera pas baisser leur confiance en eux, et qui ne fera que l'augmenter. Et ça, il y a plein de petites choses à observer et c'est l'objet de ce dont on traite aussi. Donc voilà, on peut en parler, mais je suis pas sûre qu'on ait le temps de développer tout de suite. Mais oui, du coup, une exigence qui soit, disons, motivée par une observation du développement pointue, voilà, de ce qu'on peut entre guillemets exiger d'un enfant. Donc on parle aussi de zone proximale de développement, voilà, quand on est en éducation. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas évident. On parle aussi de flow. Et qui est très subtil. Et il faut, comme j'essaie d'expliquer en webinaire, c'est de se dire, on peut se tromper nous aussi. En fait, si nous, on n'accepte pas nos propres erreurs, donc c'est-à-dire de proposer quelque chose qui est peut-être un peu trop difficile ou un peu trop facile, c'est en tâtonnant aussi qu'on y arrive. Et si on ne transmet pas ça à nos enfants, à nos élèves, à montrer que nous aussi, on peut se tromper et on peut en faire quelque chose, de réessayer, de faire mieux, c'est important aussi. Donc, c'est pas grave si on se trompe non plus. Voilà. Et qu'on propose quelque chose d'un peu trop compliqué une fois. Oui, tout à fait. Et de le dire. Et ce que j'entends aussi, c'est la relation de confiance. C'est-à-dire, moi, ce qui me frappe dans ce que tu dis, la comparaison que tu fais avec le coach, c'est j'ai confiance en cette personne-là. Donc, je sais qu'elle va me pousser au maximum sans pour autant que j'aille faire un malaise. Mais par contre, je sais qu'elle sait de quoi je suis capable. Et j'ai une confiance totale en elle. Donc, c'est vrai que pour les enseignants, la première des choses à faire, je pense, c'est effectivement travailler cette relation à l'enfant, du coup, à mon avis. Mais bon, c'est pas toujours simple quand on en a beaucoup. Mais oui, en effet. Et si on prend 3 minutes pour parler de l'excellence, tu aurais quelque chose à dire par rapport à ça? Parce que bien souvent, on entend parler d'écoles qui prônent l'excellence, qui visent l'excellence, qui s'engagent sur le chemin de l'excellence. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? J'aimerais que tu développes un petit peu, exactement. Qu'est-ce que j'ai envie de savoir, en fait disons que j'ai cette certitude qu'on évolue dans un monde de plus en plus complexe et que rester sur des choses très simples avec les enfants ne les aide pas ne va pas les aider pour plus tard. Mais du coup, je me suis demandé s'il y avait un rapport à faire entre ce côté de complexité et en même temps d'excellence qui fait que il faudra toujours se pousser plus loin et avancer. Bon, peut-être c'est un petit peu trop complexe comme sujet en 4 minutes pour le coup, mais bon. Alors, je ne sais pas si je vais répondre correctement à ta question. En tout cas, je réponds ce qui me vient. Ce qui me paraît important, je continue sur l'observation et la connaissance de l'enfant avec lequel on est, mais même si c'est son enfant, des fois, on ne l'observe même pas. Donc, et sans s'en rendre compte, parce qu'on fait beaucoup de choses, on est dans l'urgence, que ce soit les enseignants et les parents, on est beaucoup dans l'urgence. Et c'est de savoir aussi développer sa volonté, comme Maria Montessori le disait aussi sur la volonté, mais comme on a dit tout à l'heure, et se dire qu'est-ce qu'il veut lui et qu'est-ce qui est bon pour lui. Voilà. Et donc, est-ce que je fais pas écho à moi quand je veux quelque chose de trop? Enfin, par exemple, je sais pas si mon enfant il est inscrit à 5 activités, est-ce que c'est vraiment ce qu'il souhaite lui? Est-ce que c'est bon de le pousser à ce point-là? Voilà. Et à quel moment je le pousse et à quel moment je le fais aussi dans son intérêt. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est une question très subtile, je te l'accorde. Et en fait, la réponse est dans le questionnement, tout simplement, et la remise en question du parent ou de l'enseignant. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça aussi, comme tu le disais très justement, qu'on procède beaucoup par question. Parce que c'est un chemin et on est tous en transformation. Et si on veut transformer nos enfants, c'est-à-dire leur permettre de se dépasser, on se transforme aussi soi. Et ça, c'est fondamental. Et pour se transformer, c'est important d'être à l'écoute. Donc, voilà.
Je peux demander quel âge elle a? Je crois qu'elle nous a déjà dit. Mais... J'ai 34 ans. J'ai pas écouté tout à l'heure l'âge de ma fille. Bravo en tout cas, parce que moi, j'ai épaté par tout ce qu'elle a dit ce soir. J'ai écouté, pour une fois, j'ai bu les paroles. Et oui, c'est vrai que tu m'as pas beaucoup soutenu dans les questions. Oui, j'ai écouté, c'était très intéressant. Bravo en tout cas pour l'invité que tu as amené ce soir, Caroline. Avec grand plaisir, Jean-Luc. Caroline, je te laisse clôturer l'émission. Il nous reste 1 minute 20. On débordera un petit peu. J'ai bloqué le top horaire, t'inquiète pas. Mais voilà, si tu voulais clôturer l'émission. Et puis, est-ce que tu as déjà une idée sur ton prochain invité le mois prochain, au mois de janvier? Pour le 2021 ou pas? Oui, alors écoute, j'ai des petites idées. Moi, j'ai plein de domaines dans lesquels j'aimerais pouvoir avancer. Donc, la communication non violente, on en a un petit peu parlé. Donc, on a des personnes qui commencent à se former dans la région. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça nous permettra de faire venir ça aussi dans les classes. Le unschooling, voilà, c'est un sujet... Voilà, plein de sujets que tu vas aborder tout au long de cette année 2021, puisque je vous rappelle que vous retrouverez une fois par mois Caroline dans son émission Éducange. Ça y est, c'est la deuxième déjà, et elle commence à devenir une chroniqueuse, une intervieweuse spécialiste de la radio. En tout cas, voilà, une petite radio locale qui fait au mieux, qui fait vraiment de la proximité. Et en tout cas, un grand merci à toi, Caroline, pour ton travail. Merci à Chloé, parce que vraiment... Et Chloé, merci à vous pour votre accueil et votre indulgence et votre bienveillance. Et à Chloé, et merci à Chloé qui est venue de Mouansartou pour venir participer à notre émission. Et on redémarre tout doucement en direct, puisque je vous dis, on est malheureusement encore confiné et il va falloir qu'elle rentre à Mouansartou avant 21h pour pas prendre les 135 €. Ouais. Je sais pas, j'ai oublié de vous faire les attestations, mais vous avez de quoi vous marquez, on va s'en sortir. vous en sortez. On va faire des attestations numériques. Nous on se retrouve le mois prochain, j'ai pas la date en tête, moi non plus. mais on n'a pas la date en tête, mais encore une belle émission. Chloé, bon retour. Merci et puis surtout beaucoup à toutes les deux, de bonnes fêtes qui vont être compliquées. Non. Compliquées, j'ai dire compliquées pour se réunir à plusieurs, mais bon. Ouais, mais en fait, toujours dans son cœur. Moi, ce que je me dis toujours, c'est qu'on est vivant et qu'il y a pire sur Terre. Et il y en a qui le fêtent pas du tout, Noël. C'est d'être en joie. Voilà, ok. Soyons en joie. Un petit mot de la fin, Chloé? Un grand merci à vous de votre, pour l'accueil. Et mot de la fin, Caroline. Grand merci Jean-Luc, gratitude. Voilà le mot de la fin, gratitude. Oh, c'est très très beau. Allez, il y avait encore plein de choses à se dire, mais c'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Je vous rappelle qu'à partir de 21h, ça sera du funk et rien que du funk, comme tous les soirs de la semaine, et que nous on se retrouve demain soir à 19h avec toute l'équipe des Sourires et Mélodies pour une nouvelle émission. Et là ça sera pas en mode Zoom, ça sera en mode direct. On sera tous au studio pour encore passer un très bon moment. Merci les filles, bonne soirée. Merci Jean-Luc, 20h passées de 1 minute. Allez, on repart en musique. Fréquence. C'est toujours